Bonjour à tous. J'ai beaucoup hésité avant de publier sur ce site. Tout d'abord, sachez que je prends de gros risques en décidant de rendre public le témoignage qui va suivre. Non pas que je redoute les représailles contre ma propre personne, mais j'ai une famille. J'ai donc longuement pesé le pour et le contre. Ensuite, je suis conscient qu'il y a de fortes chances pour que vous ne me preniez pas au sérieux. Après tout, qu'est-ce qu'une creepypasta ? Sinon 95% de fiction et 5% de réalité. Beaucoup crieront au fake, et je ne peux pas leur en vouloir. Quand on est confronté de loin à l'horreur, on cherche inconsciemment à se persuader qu'elle n'existe que dans l'esprit des autres. C'est plus réconfortant. Cela dit, j'ai fini par me convaincre que le choix de ce site était le plus pertinent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ailleurs, mes publications auraient été trop exposées aux regards malveillants. On me surveille. Ici en revanche, je pense être à l'abri, car mes relations de travail ne fréquentent pas ce genre de site. Et de toute façon, je pourrais toujours prétendre en cas de difficulté que mon témoignage est une creepypasta, et que par conséquent, il est fictif. Maintenant, qu'est-ce qui me motive à prendre autant de risques ? À vrai dire, mon objectif est de dénoncer des activités criminelles qui sont l'œuvre d'un groupement organisé et hautement sophistiqué. À l'heure qu'il est, les auteurs de cette organisation sont toujours en liberté, et continuent à se livrer à leur commerce contre nature. Et cette idée m'est insupportable. Du coup, et même si je sais que bon nombre d'entre vous m'écouteront avec scepticisme, je m'adresse à la minorité, que je ferai douter. Toute aide sera la bienvenue. Si vous détenez ou pensez détenir des informations qui permettraient d'identifier les personnes du récit qui va suivre, je vous prie de bien vouloir me contacter en MP. Je veillerai également à lire tous vos commentaires et à y répondre si besoin. Maintenant, permettez-moi de me présenter brièvement. Jusqu'à une période très récente, j'étais commissaire de police dans un petit commissariat de province, dont je tairai le nom pour d'évidentes raisons de confidentialité. Je bossais à la brigade de protection de la famille, plus communément appelée brigade des mineurs. Mais j'ai longtemps été affecté à la brigade criminelle. J'étais alors un abonné aux découvertes macabres et autres dossiers qui vous empêchent de dormir la nuit. Je ne pourrais évidemment pas dire qu'on s'y habitue, mais bon, on apprend à vivre avec, et à construire sa propre coquille professionnelle. Celle qui vous empêche de trop vous impliquer émotionnellement dans vos enquêtes. Des cellules psychologiques sont mises en place et nous permettent de tout déballer. Ça fait du bien, mais sans plus. Bref, tout ça pour vous dire que l'horreur, on finit par vivre avec. Seulement voilà, cette année de bons et loyaux services à la crime m'ont permis de catégoriser les dossiers morbides selon leur degré d'immoralité. Je précise qu'il s'agit d'un classement fictif issu de mon seul ressenti, et non d'une statistique officielle. En bas de l'échelon, on retrouve la criminalité ordinaire. Meurtre, empoisonnement, viol. C'est insupportable bien sûr, mais très courant et assez classique. Au niveau intermédiaire, viennent les aggravations. Les crimes précités sont alors commis sur des mineurs, des handicapés ou des personnes âgées. Parfois, dans des conditions sordides. Enfin, au niveau ultime, on assiste à des aberrations. Démembrement à la tronçonneuse, étranglement de la victime avec ses propres viscères, ou encore autocannibalisme. Ce dernier niveau regroupe les cas les plus atroces, et heureusement les plus rares. Toute ma carrière s'est ainsi construite autour de ces trois catégories de ressentis. Pourtant, lorsque l'affaire Guidol est survenue, j'ai dû me rendre à l'évidence. Il existait une catégorie supplémentaire, la plus élevée dans l'échelle de l'insupportable. Je l'ai nommée l'innommable. Cette catégorie est si invraisemblable qu'elle ne contient que l'affaire précitée. Celle dont je vais vous parler maintenant. Il n'y a pas si longtemps, j'étais de permanence de nuit. Mon équipe et moi avons été contactés par le CIC, Centre d'information et de commandement, le fameux 17, police secours. Ils avaient reçu un appel inquiétant d'une fillette en pleurs, qui expliquait que son papa l'avait punie avant de quitter la maison familiale en la laissant toute seule. Sa mère était décédée et elle vivait sous la garde exclusive du père.
La petite affirmait que l'intéressé n'était pas revenu depuis plusieurs heures, et qu'il ne lui avait donné aucune information sur son éventuel retour. Il n'avait pas non plus pris la peine d'emmener son smartphone avec lui. Craignant un abandon d'enfant, une équipe a été dépêchée sur place afin de vérifier le sérieux des déclarations de la fillette. Les canulars sont très fréquents parmi les appels du 17. Au passage, elle disait s'appeler Sarah. Une fois arrivés sur les lieux, les collègues ont frappé à la porte du domicile, à l'adresse indiquée lors de l'entretien téléphonique. La jeune Sarah n'a pas tardé à ouvrir la porte, mais elle affichait, selon le 17, un air fragile et très craintif. Et surtout, elle présentait des ecchymoses au niveau du visage, sous les yeux. Suspectant la présence de blessures plus graves sur d'autres parties du corps de la victime, ceux du 17 ont fini par contacter mon équipe afin de passer le relais. Nous nous sommes empressés de nous rendre sur les lieux. Dès que mon regard s'est posé sur Sarah, j'ai tout de suite eu des bouffées de rage. Voir cette gamine de 8 ans, blondinette aux yeux bleus, marquée par des traces certaines de coups, apeurée et angoissée à l'idée de ne plus revoir son père qui la battait, me révoltait. Si je retrouvais ce fumier, je n'aurais aucun mal à commettre ce que nos bons journalistes appellent communément une bavure. Toujours est-il que les traces de violence étaient là, et j'ai donc décidé d'agir en flagrance. Cela signifie que j'avais suffisamment d'indices apparents en ma possession pour perquisitionner le domicile du père de Sarah, toujours absent. N'ayant pu joindre téléphoniquement ni le propriétaire des lieux, ni son entourage, j'ai fait appel à 2 voisins pour assister à la fouille de la maison, conformément à la loi. Pendant que mon équipe débutait son inspection dans le hall d'entrée de la demeure, je me suis envoyé à rassurer la petite Sarah sur nos intentions. Je lui ai déclaré que son papa allait revenir, que nous étions justement là pour le retrouver, et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Ce pauvre petit être grelotté de terreur allait d'être corrigé par son géniteur. Car elle avait appelé la police, et papa n'aime pas quand je parle avec les étrangers. Je lui ai répondu que c'était une bonne chose de se méfier des étrangers, qu'on pouvait y remédier et faire connaissance. Je lui ai dit mon nom, et je lui ai montré une photo de mon fils de 9 ans, glissée dans mon portefeuille. Je lui ai dit que je n'étais plus un parfait inconnu, et qu'elle savait comment je m'appelais, et qu'elle savait que j'étais un papa, et que je travaillais dans la police pour protéger les personnes comme elle. Je pense que ça l'a un peu rassurée. Elle m'a adressé un petit sourire timide, et s'est essuyé les larmes qui coulaient sur ses joues. Je lui ai alors demandé si elle savait pourquoi son père avait quitté la maison subitement, et c'est là qu'elle a commencé à me parler de Eugidol. Ce terme n'est pas sorti de sa bouche. Je l'ai découvert peu après. Sarah m'a raconté que son anniversaire approchait. La veille, elle avait vu son père descendre dans la cave avec un gros paquet dans les mains. Ça l'avait rempli de joie. Elle savait que c'était son cadeau. Bien sûr, elle savait aussi que son papa n'accepterait jamais qu'elle ouvre sa surprise avant la date d'anniversaire. En plus, la cave lui était interdite, car elle contenait un certain nombre d'objets tranchants qui pourraient la blesser. De toute façon, c'est-elle dit jusqu'à présent, cela lui convenait parfaitement, puisqu'elle avait peur des caves, ces endroits sombres, et qui sentaient mauvais. Oui, mais voilà, l'envie était trop forte ce matin-là, et elle avait fini par s'échapper à la vigilance du père, alors captivée par une retransmission d'un match de foot. Elle était descendue dans les escaliers qui menaient à la fameuse cave. L'obscurité lui faisait peur, mais elle pensait très fort à son cadeau, et ça lui redonnait du courage. Elle a couru jusqu'en bas des marches, en un temps record, et fut pleinement récompensée. Le gros paquet se tenait là, sur le sol, au milieu de la pièce. Il était gros, si gros. C'était sûr, il pouvait contenir une énorme peluche ou une locomotive avec ses rails et sa gare de départ. Bon, elle serait peut-être punie pour avoir déballé sa surprise en cachette, mais ça en valait la peine. Elle avait donc déchiré précipitamment le carton, et s'était aperçue que l'objet à l'intérieur était emballé dans du plastique avec des bulles. Note à part, j'ai appris que bien plus tard, lors de la garde à vue du père, qu'on a fini par retrouver, que Sarah s'était mise à hurler dans la cave. Le père, au courant de ce que sa fille venait de faire, l'avait finalement remontée et punie, et pour finir, était parti en trompe de chez lui et n'emmenant que ses clés de voiture. Revenons-en au récit. À ce stade, j'ai demandé à Sarah ce que contenait le paquet. Mais elle s'est recroquevillée devant moi, et on aurait dit qu'elle faisait une crise de tétanie. Elle était incapable de m'en dire plus, et j'ai ordonné à une collègue
de venir la rassurer à ma place, afin que je puisse inspecter l'habitation. Sarah, toujours muette, s'était mise à tendre ses bras chétifs et à désigner une porte qui faisait le coin, au fond du couloir d'entrée. Elle serrait les dents, mais se raidissait. J'étais habitué à ce genre de réaction, et j'ai vite compris que quelque chose l'avait terrorisée dans cette cave. J'ai donc pris un collègue avec moi, et j'ai ouvert la fameuse porte qui menait aux escaliers descendants. La pièce sentait bien évidemment l'humidité. L'éclairage au néon était tamisé, et la lampe clignotait incessamment. La représentation classique d'une cave en somme. Après avoir effectué quelques pas, j'ai effectivement découvert un paquet en carton au milieu de la pièce. Déballé et assez grand pour contenir un grand vase. Détail particulier, chaque côté du carton était percé de plusieurs petits trous. Mais le paquet était vide. Au fond du lieu, il y avait une petite table sur laquelle était posé un ordinateur portable, caché par la noirceur de l'endroit. Le PC était en veille, et j'eus facilement accès à la session du père, un certain Mitch. Ce dernier n'avait visiblement pas pris soin de verrouiller sa machine avec son mot de passe. Pratique pour nous, nous n'aurions peut-être pas besoin de réquisitionner un technicien informatique. Une seule page était ouverte sur le bureau. Quand j'ai cliqué dessus, je me suis aperçu qu'il s'agissait de sa messagerie Outlook. Son dernier mail, reçu d'un expéditeur inconnu, indiquait en anglais que son transaction avait été validée et qu'il recevrait sa commande Hugidol prochainement. La note était signée RRC, sans autre précision. Pas terrible comme piste. Je voulais effectuer une recherche internet, mais le réseau manquait, et il a fallu que je remonte au rez-de-chaussée avec mon collègue pour vérifier si je pouvais obtenir quoi que ce soit d'intéressant à propos de RRC. Avant d'entamer une recherche, mon collègue prénommé Frank m'a interpellé. Il a fait un rapprochement entre le mot doll, poupée en anglais, et l'acronyme RRC. Il m'a dit qu'il pensait savoir de quoi il s'agissait, et que c'était clairement une cyberescroquerie bien tordue. Frank a une bonne expérience en matière de cybercriminalité, et a passé un temps fou sur le dark web il y a quelques années. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il m'a expliqué qu'il était fort probable que l'expéditeur du mail soit un escroc qui s'inspirait d'une creepypasta pour plumer des acheteurs à la sexualité dérangée. Il a commencé à me raconter une histoire abominable, une sorte de légende urbaine selon laquelle un forum du web profond surnommé RRC, pour communauté du vrai viol, regroupait des membres dérangés qui promouvaient les viols et tortures sur mineurs. Selon cette légende, l'un des membres de ce forum avait publié un post où il racontait être un chirurgien yougoslave qui était en mesure de fabriquer des sextoys humains avec des vrais enfants vivants. Selon ses dires, il kidnappait des orphelins, les enlevait, leur enlevait les bras, les jambes, arrachait leurs dents et leurs cordes vocales, et les rendait aveugles pour, bref, en faire de véritables petits esclaves sexuels. Évidemment, il s'agissait d'une creepypasta, et donc très certainement d'une fiction. Frank n'a jamais pu trouver un tel forum sur le Deep Web, malgré le fait qu'il existe une mention du RRC sur l'IdenWiki, le Wikipédia du web profond. Frank en arrivait donc à la conclusion que l'expéditeur du mail était un escroc qui se servait de la creepypasta du chirurgien yougoslave pour arnaquer des malades mentaux comme Mitch, le père de la petite Sarah. S'il avait raison, l'affaire allait s'avérer plus grave qu'un simple abandon d'enfant. On serait certainement amené à contacter une cyberpatrouille. Et je n'ai pas eu le temps d'approfondir mes réflexions, ni d'entamer des recherches sur le père de Sarah, car des hurlements ont soudain jailli de la cave. J'ai instantanément reconnu la voix des deux voisins, que j'avais emmenés ici comme témoins. Frank et moi, on s'est bien sûr précipités dans le sous-sol, l'arme de service au poing, prêt à se défendre contre toute menace. Quand je me suis retrouvé à nouveau dans la pièce humide, devant le paquet vide, je n'ai d'abord rien vu. Le faible éclairage n'aidait pas, et je n'arrivais à apercevoir que les pas précipités des voisins, qui se sont empressés de quitter la cave en me bousculant violemment au passage. J'ai tout de suite demandé à Frank s'il comprenait ce qui se passait, et c'est à ce moment qu'il m'a désigné du doigt le fond de la pièce, plongé dans les ténèbres. La terre avait été remuée depuis notre première visite, et quelque chose qui était jusqu'à présent enfoui remontait à la surface. Je me suis agenouillé pour y regarder de plus près. Il s'agissait d'une couche pour enfants usagés. Je restais perplexe. C'était sans aucun doute dégoûtant, mais de là à pousser des cris et à fuir comme l'ont fait mes témoins.
J'allais demander poliment au voisin de redescendre pour poursuivre la visite des lieux. Quand la terre s'est soudainement mise à vibrer près de la couche usagée. Du peu que je discernais au premier abord, on aurait pu penser à un petit chien enterré sous la terre mais qui cherchait à en sortir. Mais non. On était face au contenu du paquet. Face à ce que Sarah avait découvert en ouvrant ce qu'elle croyait être son cadeau. Face à Eugidol. Je vais essayer tant bien que mal de vous décrire la scène qui s'en est suivie. Mais c'est très dur pour moi de revivre mentalement cet instant. Je le fais uniquement pour retrouver les monstres qui ont fait ça. Et les mettre hors d'état de nuire. Cette chose meurtrie qui sortait du sol de la cave sous nos yeux exorbités avait été ensevelie à la va-vite par Mitch, avant son départ précipité. Quand il avait réalisé que Sarah était tombée sur son paquet, il avait essayé d'enterrer la chose qui s'y trouvait. Je ne devrais même pas la désigner comme une chose, car il s'agissait bien d'un être humain. Mais c'est comme ça que j'ai qualifié intérieurement la première fois que je l'ai vue. Une chose surgissant du sol, et rampant comme un serpent, en grésillant. Eugidol. En fait, on avait devant nous un buste humain vivant, simplement relié à une tête défigurée. Ni bras, ni jambes, mais des moignons mouillés de pu en guise de membres. Le corps agité était brûlé à 60% de surface. Et des lambeaux de chair pendaient encore, par-ci, par-là. Du vagin lacéré pendait un cordon ombilical couvert de poussière, rattaché au reste d'un fœtus de 5 mois en état de décomposition. Mais je crois que le pire, c'était la tête de la malheureuse victime. Elle n'avait plus ni cheveux, ni oreilles, ni nez. La peau du visage avait été intégralement retirée, et les muscles rougeoyants étaient clairement apparents. La victime avait eu les yeux arrachés, et on avait placé dans des orbites creuses des yeux de verre grossièrement peints, comme ceux d'une poupée au regard exorbité. Quant à ses dents, elle n'en avait plus. Mais ses mâchoires inférieures et supérieures étaient reliées par plusieurs fines tiges de métal qui se dressaient à la verticale. Pensez au fanon d'une baleine et vous aurez une idée du résultat. Le corps de son ensemble réussissait à se déplacer lentement à la surface de la cave, la victime parvenant à avancer en prenant appui sur son menton. Par des mouvements de tête répétitifs, elle arrivait tant bien que mal à transporter son tronc, duquel pendait le fœtus. J'étais peut-être flic, mais rien ne m'a fait former cet épouvantable spectacle. J'ai été incapable de bouger ou de réagir, incapable de penser. Je ne pouvais qu'assister, impuissant, aux tentatives de la poupée humaine de gravir la première marche de l'escalier de la cave avec son menton. Elle grésillait de douleur, mais ne parvenait jamais à monter plus d'une marche. Dans une dernière lamentation lugubre, le petit buste s'est finalement laissé retomber au sol. La chose venait de mourir. Franck a été le premier à retrouver la maîtrise de ses mouvements et a immédiatement décidé d'appeler les secours. Après avoir consigné l'ensemble de mes observations en procès-verbal, je fus mis d'office en arrêt maladie, avec l'obligation de consulter régulièrement un psychiatre. Cela n'a rien changé. Toutes les nuits, je me réveillais en sueur avec l'image parasite de ce tronc meurtri, rampant en l'aide de son menton. Au début, le souvenir de la victime m'effrayait. Son aspect d'épouvante faisait naître de la peur en moi. Mais avec le temps, la peur a laissé place au déchirement et à la peine. Je ne sais même pas imaginer ce qu'avait enduré ce petit être défiguré, amputé et torturé, transporté dans un carton avec des trous pour qu'elle respire, et une couche pour qu'elle se soulage. Elle avait dû accoucher pendant le transport en conteneur. Elle n'avait d'autre choix que de rester liée jusqu'à sa mort, à sa progéniture moisie. Malgré toute sa souffrance, elle avait essayé jusqu'au bout d'avancer, de fuir, de monter ses marches. Du mieux qu'elle pouvait, elle luttait. Et moi je la regardais bêtement, incapable d'agir. Cette idée m'est insupportable. J'ai très vite fait une dépression et les traitements sont devenus inutiles. Je ne cesse de pleurer, je m'en veux.
J'ai appris que des tests biologiques avaient été effectués sur la victime. Elle avait 11 ans quand elle a rendu l'âme, dans cette cave, sous mes yeux. À ce jour, on n'en sait pas plus sur son identité. Le père de Sarah, Michel Dors, a été retrouvé à la frontière suisse. Il a consenti à s'expliquer sur les circonstances de son départ de chez lui, mais n'en a pas dit plus. Il s'est réfugié derrière son droit au silence jusqu'au bout. Pire encore, le procureur a décidé de classer cette affaire sans suite. De toute ma carrière, je n'avais jamais vu ça. On avait le corps d'une jeune fille de 11 ans qui avait été torturée et vendue au suspect. C'était plus que suffisant pour ouvrir une instruction. Mais le procureur n'a rien voulu savoir. Ceux de mes collègues qui ont poussé une gueulante ont été sévèrement rappelés à l'ordre. L'affaire n'a jamais été ébruitée. Pas de fuite dans les médias. Pas de communiqué de presse. Le silence absolu. Ma hiérarchie m'a fait promettre de passer à autre chose. Mais j'ai préféré démissionner de la police. J'ai le sentiment d'être sur écoute. On me surveille. Et jamais je ne pourrai m'enlever les images de la tête. Le calvaire de cet enfant, qui a été réduit en état d'objet et surnommé Guidole. Le père de Sarah a été simplement reconnu coupable de violence sur mineur et n'a écopé que de sursis, assorti d'une interdiction de prendre contact avec sa fille. Il a quand même été déchu de son autorité parentale. Sarah, quant à elle, a été placée dans une famille d'accueil qui apparemment la traite correctement. Je n'en sais pas plus. Si, une dernière chose, et pas des moindres. Après ma démission, Franck a continué à me tenir informé des avancées de l'affaire Guidole, avant qu'elle ne soit classée sans suite. Et la dernière découverte qui avait été faite m'a achevé. Ce qui suit est un échange de mails retrouvé sur l'ordinateur de Mitch et adressé à RRC un an avant l'envoi de la commande. Et je vous lis ce qui est écrit. Pour répondre à votre précédente question, je vous confirme que je n'ai plus aucune attache avec le dit colis. Les quelques mois passés en sa compagnie ont fini par me lasser. C'est donc sans aucun regret que je consens à m'en séparer, afin que vous l'optimisez. Je suis conscient des risques de la fabrication, et je suis prêt à passer outre. De toute façon, je n'avais obtenu cette marchandise sur le marché noir que pour mieux vous la confier. Personne n'est au courant, ma femme est morte et ma fille Sarah ne sait rien. J'ai hâte de jouer avec la poupée améliorée que vous vous apprêtez à confectionner à partir de ce que je vous ai envoyé. Mes sang s'en palpite d'avance, dans l'attente de votre retour. Bien cordialement, Mitch.